Finement à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision pour ce mercredi. Pour ce jeudi 4 avril 2019, avec évidemment ce retard que nous avons accusé, on s'excuse auprès de vous pour ce retard qui est donc indépendant de notre volonté. On va donc vous demander pardon pour cela. Et on va démarrer l'émission en évoquant ce matin 4 avril, le début de ce lockdown de 10 jours décrété par les Zamba Boys dans la région du Sud-Ouest en contestation du Festa qui a lieu donc à Limbe. Mais chose curieuse, c'est respecté à Buea. Hein. Le lockdown est respecté à Buea, mais pas à Limbe. Limbe où se trouve le festival qui continue donc à vivre normalement pour ce lockdown. On parle également ce matin de Yaoundé avec Madame la ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Célestine Cortés Kecha, qui donc interdit les activités de commerce au rond-point de la pause centrale à Yaoundé, dit-elle. L'objectif est de limiter les embouteillages à ce lieu. Et vous savez qu'il y a beaucoup de commerçants à la pause centrale de Yaoundé. Que vont-ils faire? Où va-t-on les recaser? C'est un grand débat qui s'ouvre donc à Yaoundé avec cette décision de Madame le ministre ou la ministre du Développement urbain et de l'Habitat. Madame, Monsieur, l'émission s'ouvre avec tous ces intervenants. D'abord, vous, Monsieur Batchou Salamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour au coordonnateur national de la COCAN. Si jamais la date du 31 avait été respectée, où devrions-nous jouer? Où est-ce que les différentes équipes allaient pouvoir pratiquer le football? Lorsqu'on apprend que le chantier de la CAN, le stade Paul Biya d'Olembe, est fermé. On a débarqué, on a demandé à tout le monde, mettez-vous dehors. Libérez l'espace et on a apposé les scellés sans rien dire. Bravo, bravo, bravo. C'est tout à fait surprenant qu'on en soit arrivé là, puisque vous savez que le Cameroun avait pris l'engagement avec le gouvernement de livrer les chantiers le 31 mars dernier, ce qui n'a pas été fait. On espérait pourtant que les mois à venir devaient voir les travaux accélérés, mais que non. C'est donc le chantier qui est fermé. D'ailleurs, c'est un peu surprenant que les gens parlent de stade fermé. Non, c'est le chantier du stade qui est fermé, puisque le stade n'existe pas encore, un stade qui n'est pas encore terminé, donc on ne peut pas dire qu'il est fermé. Ce stade-là n'existe pas encore, donc c'est le chantier du stade Paul Biya d'Olembe qui est donc fermé. C'est malheureux, c'est regrettable. On l'avait déjà dit sur ce plateau et ça se confirme avec le temps. Vous également, Karine Santia, êtes sur le plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. La crise anglophone ne touche plus seulement les régions du sud-ouest, nord-ouest et même littoral et ouest. Désormais, les populations de l'Adamawa font face aux affres de cette sale guerre. Sale guerre, vous dites comme Achille Bembe, hein, qui va évidemment nourrir lui aussi quelques écrits sur cette crise anglophone. On va rappeler que vous êtes appelé à nous faire la revue des réseaux sociaux. Ce sera à 11h05. Alors, bonjour à vous également. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi aussi, je reste comme Charles Hamel sur la lignée de la CAN 2019. A-t-on menti au chef de l'État? C'est le chef de l'État qui a-t-il menti à son peuple? De toutes les manières, nous risquons même de ne pas avoir la CAN 2021, malgré le glissement des dates. Mais chose prémonitoire, le directeur de projet de complexe d'Olembe avait lui démissionné longtemps avant. On a tiré sur lui à boulet rouge, alors que le gars lui voyait les choses. Il a dit, prenez votre part. Voilà, ça nous rattrape aujourd'hui. Il reste à voir à Japouma. Même là, je suis sûr qu'on va fermer. Même le gouverneur de la région du centre qui disait aux grévistes, on ne fait pas la politique ici. Maintenant, monsieur le gouverneur, faites alors le développement qu'il faut. On a interdit. Il n'y a pas de politique maintenant. Il faut que le chantier s'achève. On fait comment?
Alors, il y a une confusion qui est faite et il faut qu'on alerte le peuple camerounais pour cela. Je rappelle que ce qu'on a promis aux Camerounais, ce n'est pas de stade, c'est un complexe. Donc, pour ceux qui filment les images de la pelouse du stade de Japoma et disent que c'est bon, c'est prêt, je rappelle que ce n'est pas le stade qui avait été promis, c'est le complexe qui a été promis. Donc, le complexe, avec tout ce que cela comporte comme stade d'entraînement, stade de basketball, de gymnase, de piscine olympique, des complexes hôteliers qui vont autour. Voler. Donc, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas le stade qui a été promis, parce que l'argent qui était dépensé, ce n'était pas pour le stade uniquement, c'était pour un complexe. Et c'est la même chose à Yaoundé, à Olembe. Donc, pour ceux qui montrent le stade en disant que le stade est à 90% achevé, mais non, on n'est pas encore à 50%, puisque le stade en lui-même ne constitue pas, on va dire, 50% des travaux du complexe en entier. Donc, il faut faire très attention. On est encore à moins 50% de ce qui avait été promis à Japoma et à Olembe. Donc, attention de vouloir fouer le peuple comme on le voit actuellement en nous présentant le stade comme étant la panacée du projet. Non, le projet, c'est bien un complexe qui avait été promis aux Camerounais. Bonjour également, Tendance. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent ce matin. La pluie me donne l'envie de dormir. Quand il pleut comme ça, j'ai un sommeil. Le sommeil était sucré quand la pluie a commencé. Je ne voulais même pas me lever pour venir travailler. Soit il a ressenti les mêmes goûts. Oui, moi je pensais que peut-être parce que je suis vieux. Donc vous les jeunes aussi, vous sentez. Même me lever le matin, c'était difficile. Si la pluie pouvait commencer souvent vers 2h du matin, ça finit à 4h. C'est que c'était la femme la plus heureuse de la Terre. Non seulement... Pourquoi? Parce qu'à partir de 2h, tu es à l'aise. Quand il pleut, ça te baisse. Tu dors comme tu veux. Tu te tournes autant de fois que tu peux. Et à 5h, ça cesse. Vers 6h30 là, tu peux aller au travail et rentrer le soir à 1h du matin, encore ou 2h, ça recommence. Les saisons de pluie n'ont pas encore commencé. J'imagine que quand ça va commencer, il y a des quartiers où quand il pleut, les gens sont mal à l'aise. Donc vraiment ne dis pas ça. Ne dis pas que à cause du braquage et des inondations. Il faut commencer à citer les quartiers. Entre la pluie et le soleil, moi je préfère la pluie. Oui, il y a des quartiers parce que quand il pleut, avec les bruits, là, on peut vous agresser. On peut vous agresser, voilà. Sans que personne ne vous Les inondations. Makepe village, Bonabé, il n'est pas d'autres tendances. Ça n'a pas encore commencé. D'accord. Alors, on va démarrer l'émission de ce matin avec, une fois n'est pas coutume, avec la colère de Charles Hamel, parce que le retard qu'on a pris est considérable. On va pas bâcler le sujet lié à l'histoire du jour. Ce qui a été prévu pour aujourd'hui va être fait demain, c'est sa tendance. Demain, ce sera demain. L'histoire de ce matin va être faite, va être racontée demain, donc rassurez-vous. On n'a pas le temps, parce qu'il ne faut pas qu'on non plus qu'on ne rende pas satisfaction à celui ou à celle qui a envoyé l'histoire. Donc il va attendre demain. Qu'elle attend. Maman, laisse ton histoire passe demain. Ok, d'accord. Donc, on n'a pas le temps de disséquer cette histoire-là. On va commencer par la colère de Charles Hamel, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'activité des mototaximens dans ce pays. C'est quoi être un mototaximan? Non, un mototaximan. Attention, ce n'est pas le moment. Quelle est la définition exacte que l'on peut donner à l'activité de ces jeunes qui abandonnent désormais tout pour se lancer dans le Ben Sikin? Comment comprendre que les mototaxis soient les roues de secours contre le chômage des jeunes? Ils se recrutent dans toutes les tranches d'âge de la société camerounaise, même si la majorité se situe dans les 16-25 ans. Comment comprendre que le comportement des mototaxis ne réussit toujours pas à interpeller les forces de l'ordre dans leur mission de sécurité publique? Ce n'est pas le moment. L'exemple le plus patent est la situation qui prévaut
à l'entrée du marché de Mbopi face d'une brigade de gendarmerie. Ce phénomène s'observe également au carrefour du marché Kololo, où les accidents causés par les mototaxis sont fréquents. Au rond-point d'Edo, l'image la plus saisissante est celle des mototaxis qui, ayant envahi la chaussée, servent d'abri aux policiers qui sont en faction. Force est de constater qu'ils ne payent aucune taxe à l'administration fiscale dans la situation actuelle. Il n'est nulle part fait mention auprès de la communauté urbaine de Douala d'une taxe sur le stationnement, alors que l'espace urbain est envahi par les mototaxis. Vraiment. Se situant dans une perspective informelle, les motos doivent payer l'impôt libératoire des activités en secteur urbain avec domiciliation fiscale. Comment comprendre que la moindre piéton à proximité, même s'il n'est pas tenté de prendre une moto, se retrouve assailli par une meute de mototaximens? Dans certains points de la ville, la chaussée est complètement obstruée par des mototaxis en stationnement, à tel point que ce sont les autres usagers de la route qui doivent se frayer un passage. Le meilleur mototaximan est celui qui a rapidement ou qui peut rapidement se faufiler entre les voitures, rouler à vive allure, faire des demi-tours sur route au mépris des règles de sécurité routière. Les piétons n'ont plus d'espace car celui qui leur est réservé sur la voie publique est investi par les mototaxis qui recherchent le moindre interstice pour circuler. Face à la colère des taximens qui ne parviennent plus à faire la recette, ils sont passés de 12 000 désormais à 8 000. Chacun préfère abandonner le taxi pour se lancer dans l'activité de mototaximan parce que cette activité, on n'a pas besoin de papier. Dans tous les cas, le chef de l'État a reconnu ce travail. On n'a pas besoin de papier. On se lance, on fait sa recette et on est tranquille. On s'en fout, on ne respecte rien. On est protégé par le chef de l'État. Dans la ville, alors qu'un taxi en surcharge ne peut traverser un contrôle de police qu'en montrant patte blanche, les mototaxis avec à leur bord 2, 3, 4, 5 clients roulent sans la moindre inquiétude. Bien plus, la disposition des bagages sur la tête du client avec tous les risques de déséquilibre ou sur les réservoirs à essence avec le manque de visibilité et le risque d'incendie amène à s'interroger sur le rôle des forces de l'ordre dans le désordre occasionné par la circulation des mototaxis. Comment une situation ordinaire de sécurité routière devient un problème public au Cameroun? Faute d'emploi décent, des centaines de jeunes diplômés se sont lancés dans les formels, prenant de ce fait les rues de la capitale en otage. Comment comprendre le fait que le phénomène de transport public par mototaxi s'est profondément incrusté dans le développement des villes au point d'y être quasiment incontournable? Il faut dire qu'on est allé jusqu'à dédier tout un pavillon à l'hôpital à Kentini, pavillon Ben Sikin. Dans les rues de Yaoundé, comme dans la plupart des villes du Cameroun, ce qui frappe de prime abord, c'est le comportement des mototaximens. Ces gens n'ont pas de permis et mettent chaque jour les vies en danger. Ils ne respectent pas la signalisation routière. Lorsque vous voulez parler, on vous dit, ce sont ceux-là qui ont l'avantage d'accompagner désormais les politiciens dans les meetings. Sans Ben Sikiner, il n'y a pas de meeting politique. Sans Ben Sikiner, il n'y a pas activité politique. Ils sont un maillon fort. Que dire des cortèges funéraires? Nous sommes jeudi, nous aurons des levées de corps. C'est désormais tohu-bohu dans les différentes villes où les Bensikinos se sont retrouvés à être des motards qui rythment la vie, à klaxon à tout vent, à crier, à siffler dans toute une ville. Désordre urbain quand tu nous tiens. Fallait-il absolument avoir les motos pour prétendre à un développement dans un pays comme le Cameroun? Aujourd'hui, pourquoi est-ce difficile de réguler la situation mieux?
le métier de Ben Sikina, si métier s'en est un. La colère de Charles Hamel ce matin qui porte sur l'activité de moto-taxi au Cameroun. On va donc disséquer cette question, madame, messieurs, sur ce plateau ce matin. En essayant d'aller aux origines de cela, on va également dire que c'est lorsqu'on regarde les villes, d'autres villes dans le monde, par exemple, on voit très bien que là-bas, ils n'ont pas de moto-taxi qui pilule comme on le voit dans une ville comme celle de Douala, où on se demande si on peut se passer des moto-taxis et comment se passer des moto-taxis. Doit-on se passer de ces bensikines? Doit-on les réguler davantage? Peut-on les réguler davantage? C'est toute la question qui se pose, parce qu'on va aussi à l'origine de leur naissance et de leur prolifération. On va voir que le Cameroun en la matière a dû subir le contre-coup d'un chômage exacerbé, et les gens du jour au lendemain ont décidé de se retrouver à faire cette activité des mototaxis. Alors bon, Bengan, je pose la question, doit-on craindre les mototaxis? Oui, on doit craindre les mototaxis. Et Oui. vous avez dit quelque part que est-ce qu'on peut les réguler autrement? Je dis oui. Oui. Il faut les craindre. Il faut absolument et rapidement les réguler autrement. Autrement, je pense que Charles Hamel a commencé à énoncer certains aspects de cette régulation-là. Et les mototaximens sont astreints à certaines obligations au niveau des communes. Ça veut dire que la première étape serait d'être enregistré dans la commune. La deuxième étape serait d'être assujetti à l'impôt libératoire pour leur cas. Je pense que c'est 40 000 par an, payable en 4 trimestres, donc c'est des patuants. Mais sauf qu'entre les deux étapes, il faut l'étape préalable, avoir sa moto, c'est-à-dire vous êtes pris comme conducteur de cette moto parce que vous avez un propriétaire quelque part, ou bien vous êtes propriétaire et vous êtes conducteur de votre moto. À ce moment-là, vous devez avoir votre carte grise, vous devez avoir votre permis A, catégorie A, et vous devez avoir votre assurance. Malheureusement, peut-être la carte grise, on peut l'avoir, mais avec l'activité qu'il y a, la petite enquête que nous avons menée dans ce secteur, il se trouve qu'il y a beaucoup de motos volées. Donc même les cartes grises sont devenues des problèmes. Par conséquent, on ne peut donc pas assurer cette moto, naturellement. Donc voilà où est plombée cette activité. Mais en fait, c'était pour dire quoi? Je termine par là. Et on le dit ici tous les jours, le renouveau nous a amené à la débrouillardise. Dans la débrouillardise où tout le monde, les anciens employés de la société des transports urbains du Cameroun, la SOTUC, qu'on a fermé le jour même où le chef de l'État a dit qu'il voyait le bout du tunnel. Et ça a été un problème. Donc, ils sont reversés dans l'activité de moto sans réglementation aucune, malheureusement. C'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vraiment triste et c'est honteux. Alors, d'où vient la difficulté de réguler ce secteur? Est-ce que c'est parce que l'État considère que c'est une poudrière et que ça pourrait exploser à tout moment et craint de froisser ces motos-là? Ou, à contrario, on se dit, bon, au final, pourquoi pas, si ça permet de résoudre 2-3 problèmes en termes de camouflage de l'échec des politiques publiques d'emploi pour le Cameroun, et de les laisser travailler pour qu'ils continuent à nourrir leur famille. Non, l'État a pris l'activité des mototaxis comme, j'allais dire, un don du ciel. Un don du ciel pour venir l'aider à maintenir le pouvoir. Parce qu'il y avait les églises, l'État a favorisé lui-même la création des bars, des ventes emportées, avec ce que cela comporte comme prostitution, comme le sexe à côté. Et lorsqu'arrivait donc l'activité de moto-taxi, lorsqu'il n'y avait pas d'emploi, ils ont dit « Ah, Dieu merci, voilà donc une activité qui est venue pallier, je peux facilement tromper les populations, je peux facilement procéder à toutes les manipulations que je pourrais. Donc en fait, c'est pour cette raison que l'État ne veut pas véritablement réguler comme vous avez suggéré tout à l'heure. Oui, donc ça veut dire que, pour parler avec des mots simples, c'est grâce à ces mototaxis que le Cameroun s'est assez
mototaxi que le Cameroun doit, on va dire, sa relative stabilité. Absolument, absolument. Oui. Et vous avez d'ailleurs dit, vu dernièrement, Charles Hamel a répété en demi-mot, le ministre qui a dit qu'il était chargé des élections est venu tenir 2 meetings à Douala uniquement avec les mototaxis. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a ouvert la campagne électorale pour la présidentielle de l'année dernière avec les mototaxis. Alors, que pensez-vous, Karine Sontia? Pour moi, je pense que c'est un bon appareillage politique. Donc, c'est une utilisation, c'est un appareil qui permet aux politiques de mieux contrôler la meute du jeune qui est incontrôlable. C'est-à-dire, pour moi, je pense que le métier de mototaximan est constitué d'une meute manipulable, mais incontrôlable. Donc, on peut bien les manipuler côté opinion, mais on ne peut pas les contrôler côté organisation. Ça veut dire que pour qu'on les contrôle, il faudra qu'on revienne à la base. Parce que c'est un métier qui est né depuis les années 90. Et je pense que le pouvoir a vu comment ça grandissait. Mais jamais on a mis des cales parce qu'on savait que plus les jeunes s'y donneront, plus ils oublieront la politique, ils auront au moins de quoi manger. Et je pense que le pouvoir a pensé à un moment donné que puisqu'ils ont de quoi manger, ils ne vont jamais s'intéresser à la politique. Mais de plus en plus, même ces mototaximens-là se sont intéressés à la politique. Et il faut bien qu'ils deviennent comme ce qu'on appelle au Grand Nord le bétail électoral, ils sont aussi devenus un bétail électoral pour les politiques. Donc, à chaque meeting, c'est eux qui font même la politique à la place de ceux qui sont venus. Du coup, quand on convainc les mototaximens, on pense qu'on a convaincu tout le peuple. Et là, ça devient difficile parce que tous les Besquinois ne sont pas les Camerounais. Tous ces mototaximens ne sont pas des Camerounais. Il y a des Centrafricains, il y a parfois des Maliens et autres. Quand on a convaincu des Maliens par rapport à une question qui concerne le Cameroun, quand on a convaincu des Centrafricains par rapport à ce qui concerne le Cameroun, est-ce qu'on a vraiment gagné l'élection? Est-ce qu'on a convaincu le Camerounais en lui-même? Parce que on a vu une fois ici dans l'interpellation un Camerounais qui dit « Est-ce qu'ils pensent que c'est les punks chargés qui nous ont donné, qu'on a mangé là, qui fait que... » Donc vous voyez, ils ont accepté d'être bernés, mais à un moment ils se rendent compte. Mais il se fait trop tard. Et c'est une réaction, c'est un peuple qu'on fait tout pour garder en jour parce qu'on sait que leur réaction est parfois très barbare et brutale. D'accord. Oui. Alors, Charles, sur l'activité des mototaxis, on voit très bien que il y a beaucoup de désordres que vous avez relevés ici. À quoi a dû se laisser aller? Monsieur Eric Fopoussi, le gouvernement s'est retrouvé dos au mur. Le gouvernement s'est retrouvé les mains liées. Il n'avait pas la possibilité de résorber le problème du chômage. Il fallait trouver des échappatoires. Pendant 20 ans, 30 ans, on vous a parlé de l'agriculture. On vous a parlé de ci, on vous a parlé de ça. La chanson commençait, le disque était déjà rayé, ça ne passait plus. Il fallait trouver un échappatoire. Et le seul échappatoire qu'ils ont eu à trouver, ce n'était que l'activité de moto-taxi, M. Eric Fopoussi. Lorsqu'on comptabilise les emplois créés, et quand vous parlez de 350 000 emplois créés, vous pensez que seulement l'armée, même les Bensikina font partie, les colboxeuses font partie de ces emplois créés, M. Eric Fopoussi. Ah ça oui. fait partie de ces emplois. Oui, je vous l'ai dit. Ça, il faut le savoir. Oui, il faut le savoir. Ça fait partie de ces 350 000 emplois créés. Mais le drame, M. Eric Fopoussi, c'est que nous fonctionnons 2 poids 2 mesures. D'où vient-il qu'un taximan qui bâche, qui a 3 devant, 4 derrière, ne peut traverser une barrière de police? Alors qu'un Bensikina qui a 5, pas jusqu'à dire que les gars, c'est à haut. Comment vous allez? Vous êtes là, les gars, sans qu'on interpelle cet individu. D'où vient-il qu'un véhicule qui n'a pas de plaque d'immatriculation soit dans l'incapacité de sortir de celui, encore moins l'assurance, sortir pour circuler, alors que les Bensikina se baladent sans aucune assurance, sans aucune plaque d'immatriculation, sans rien comme document, et ils passent tous les jours devant les forces de l'ordre. Le gouvernement a dit créer, et finalement, ils se sont retrouvés à avoir un corps complet. Dans les Bensikina, vous avez les compressés, vous avez les déflatés, vous avez les rejetés, vous avez les retraités, vous avez les jeunes, vous avez les délinquants, vous avez tout dans ce corps. Ce que vous devez voir, monsieur, il faut aussi observer. Si vous sortez, vous allez vous rendre compte que lorsqu'un véhicule a le moindre problème avec un Bensikina, ils sont 20 ou 50 qui s'arrêtent aussitôt, qui commencent à vouloir poser des actions. Si le conducteur n'est pas un lion, je dis si le conducteur du véhicule n'est pas un lion, il ne s'en sort pas. Savez-vous qu'il y a des femmes? Les femmes difficilement roulent à quoi? Pour les femmes, il y a des femmes qui préfèrent se contenter de balayer. Mon amour, ça dit, lorsqu'il faut venir à quoi, elle appelle le chauffeur.
Parce que circuler avec les benzikineurs, c'est très compliqué. Vous avez les matins où vous vous retrouvez avec des chauffeurs, ils ne connaissent la différence entre le terre plat, entre le côté opposé, le trottoir. Le piéton se retrouve emballé, parfois il se fait renverser sur l'espace qui est le sien. Pourquoi le gouvernement ne parvient pas à gérer? Parce que le gouvernement est dépassé. Si le gouvernement engage une répression sauvage sur les benzikineurs, M. Rifo Poussi, il va se retrouver confronté à ceci. Ok, vous nous empêchez de faire la moto, non. Donnez-nous ce qu'on va faire. Que va proposer le gouvernement? Rien. Conséquence, composons avec eux, invitons-les dans les meetings, associons-les. Mais ils ne savent pas qu'il y a notre danger. Ils ont commencé par un syndicat de benzikineurs. Les voilà qui cherchent les mairies déjà. Ils veulent s'attaquer déjà aux mairies. Ils veulent avoir des places comme conseillers pour défendre l'activité. Donc, M. Rifo Poussi, c'est une poudrière. Les benzikineurs, c'est une poudrière. En fonction que vous soyez à Bonabéry, en fonction que vous soyez à quoi, Bépanda, village, ils ont des réactions épidermiques différentes les unes des autres. D'accord. Très bien. On voit très bien aussi qu'il y a ce laisser-aller et que le gouvernement est dos au mur face à cette situation, même s'il profite de cela. Alors, tendance sur... les benzikineurs. Oui. Ce sont nos chouchous. Sans eux, nous ne sommes rien. Les benzikineurs, mais sauf que parmi eux, il y a certains qui insultent, tu ne peux pas imaginer. Ou c'est parce qu'ils sont seulement sur les motos, je ne sais pas. Les benzikineurs ne sont rien sans nous, parce qu'il y a le moment où tu as un gombo dans la nuit. À 3 h du matin, il faut que tu t'amènes loin dans les quartiers. Donc j'ai beaucoup de respect pour eux. Tu n'as rien pris la moto, le père. Si, c'est Voilà. Donc j'ai beaucoup de respect pour les benzikineurs. Donc, sauf que quand vous conduisez, papa, soyez un peu posé. Pardon, c'est une doléance, mamie Jujube. Soyez posés, les injures là, c'est pas dire on n'insulte pas les gens. Et apprenez à respecter le feu de signalisation. D'accord. Rare de voir un benzikineur respecter le feu. Même quand il n'y a pas les embouteillages, les gars veulent tout virer, faufiler. C'est pourquoi tu les vois sous les Mais dans les pays, les feux de signalisation. dans les pays où il n'y a pas de benzikineurs, on fait comment pour entrer les quartiers? Non, c'est Il y a pas... d'autres moyens de transport. Voilà, Au Nigeria, par exemple, il y a Ouais, il y a un autre moyen de transport, les 3 roues. On appelle ça, ils appellent ça les kékés. On va jusqu'à devant les maisons avec lui. Oui. Ça entre dans les quartiers. Ça Parce va qu'on a le sentiment aujourd'hui qu'on ne peut plus vivre sans eux. Nous sommes habitués. Qui sont indispensables. Il n'y a pas de... Cette activité n'existe pas au Gabon. Oui, mais je veux dire, mais comment ils font là-bas? Comment ils font? Si, avec l'aide de la régie, je vais vous prendre, j'ai pris la peine personnellement de suivre des gars qui sortaient de Bouddha pour Douala avec les motos, M. Rifo Poussi. J'ai pris la peine de les suivre. Vous allez voir comment des gars quittent ici en bande. Avec des motos, vous vous demandez, est-ce que ces motos sont adaptées pour l'axe lourd, M. Rifo Poussi? Donc, avec le concours de la décision pour voir cette image, j'ai dit, je les ai suivis, M. Rifo Poussi. Regardez là, ils sont de Bouddha. Vous voyez des motos, et c'est comme ça qu'ils roulent en pleine accélération, M. Rifo Poussi, de Bouddha pour Douala. Pas de casque. J'ai posé pas de casque, rien, et ils sont 3 sur chaque moto, M. Rifo Poussi. 3 sur chaque moto, regardez-les. Ils sont super, depuis Bouddha. J'ai arrivé en Banga, je dis au Cameroun, vous sortez, nous dit que les gars, on soit dans l'enterrement. On a l'enterré, un de nos gars, on est en train de rentrer comme ça. Mais vous ne savez pas de casque. La route est des gars à l'est. Est-ce que le contrôle de gendarmerie, de police devrait laisser ce genre de personnes circuler sur les axes routiers? Mais il faut dire que l'État a démissionné, monsieur le Oui. Non, mais je connais, c'est même un ami à moi, il est mototaximan et il m'a justement fait la confidence. Voilà. Une fois que lui, il va à Mbouda tous les week-ends avec sa moto. Regardez. Et il va à Mbouda tous les week-ends avec sa moto et il m'a dit qu'il faisait 4h30 entre Douala et Mbouda. Quelle moto? 4h30 sur la moto. Je dis, mais c'est possible ça? Il m'a dit que mais quand je lance là, que je mets le feu, que quand je mets, il dit que quand il met le feu à l'axe lourd, le gars fait avec la moto. J'ai dit, mais j'étais éberlué. Il me dit que mais ce monsieur est d'un courage, comment il réussit à faire ça? Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par ces mototaxis. Madame, monsieur, restez avec nous sur Equinox. Nous marquons une pause. Nous sommes de retour pour la deuxième partie dans un instant. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de cette émission 10-12, le Zénith de ce jeudi 4 avril 2019. On va démarrer cette deuxième partie en faisant lecture ici de quelques messages. Karine, allez-y.
Quelle est la raison pour laquelle il estime que les benskinners devraient payer des taxes et l'assurance alors qu'ils ne bénéficient même pas 3 000 francs par jour? Barthélémy de Bafou-Atchan. Faux, Barthélémy, vous avez plus de 4 000. Vous avez plus de 4 000 par jour. Vous ne pouvez pas dire des choses. Mais attention, partir d'ici, nous tous nous prenons les motos. Moi, il m'arrive de prendre des motos. Je ne peux pas, à des moments, on est obligé de prendre des motos, faire sous embouteillage. Vous prenez ici, école publique, on vous dit 200, monsieur Lifopoussi, avec le principe de bâchement. Vous prenez ici pour aller, ne serait-ce que, je ne sais pas moi, ici à Koumassi, on vous dit 400 francs. Je dis, ils font 4 000, 5 000. Beaucoup de taximens ont abandonné. Et pour ceux qui sont en périphérie, alors faites très attention les week-ends. Vendredi, samedi, dimanche, ceux qui vont dans les villages, faire des transports, ils ne s'amusent pas. Tendance pour vous en dire quelque chose. Carrefour Bandia, vous prenez Carrefour Bandia pour photo, il faut demander quoi? Pour aller à Bandou. Ou aller même à, je ne sais pas moi, ne serait-ce qu'arriver à Faucon, que monsieur Lifopoussi, ce n'est pas 2000, 2500, c'est très cher. Donc ces gars s'en sortent. Ils s'en sortent plus, monsieur Lifopoussi. Ils devraient payer et avoir le permis, ils devraient non seulement avoir le permis, payer leurs impôts, monsieur Lifopoussi, avoir les plaques d'immatriculation, parce qu'ils sont difficilement identifiables. Notre message, le gouvernement ne peut réguler ce métier de mototaxi. Si une révolution doit naître dans ce pays, cela commencera par les mototaxis, d'où le retrait du gouvernement vis-à-vis de ce métier informel. Nous sommes à plus de 600 000 motos sur le territoire, le deuxième pays d'Afrique en termes de mototaxi. Non, le premier. Parce que vous n'avez pas compté le Burkina Faso. Quand on voit le Burkina Faso, le Sénégal, ils ne sont pas aussi nombreux que nous. Et puis le type de moto qu'ils utilisent là-bas, c'est des motos personnelles, plus des motos individuelles et personnelles. Contrairement à nous autres qui utilisons plus des motos commerciales à titre commercial. Parce que là-bas, c'est des petites motos d'âme, des motos. Enfin, même là, lorsque vous allez dans le nord, au nord Cameroun, il y a des motos, mais c'est beaucoup plus des motos. Une place pour des personnes, très peu pour l'activité. C'est au Cameroun qu'on a vraiment. Allez, c'est au Gabon, allez en Guinée équatoriale. Vous allez vous rendre compte que cette activité, mais vous vous demandez comment. Nous sommes, quand ces gars arrivent ici, ils disent que vous êtes des génies de la conduite pour vous en sortir. On va faire comment? C'est le pays qui est dur. Francis Bébé depuis Ancienne Route qui nous écrit ce matin. Le motoman est devenu mendiant au Cameroun et sans honte, le RDPC le sachant, c'est une fois de plus moqué d'eux en les mettant en avant pour leur intérêt politique, pour faire croire aux Camerounais qu'ils sont aimés. Pourtant, ils clochardisent davantage ces mototaxis. Aussi, ces motos ne respectent ni le code de la route, ni leur propre vie et pire encore, les vies de leurs clients. Mais tous savons que c'est un mal nécessaire. Non, mais seulement le nombre d'accidents qu'on a eu. Combien de benzikineurs font, des mototaximens font des accidents au jour le jour? Combien de passagers restent? Qu'est-ce qu'on a fait? Ne serait-ce que pour le port du casque, monsieur Lifopoussi. Rien que pour le port du casque, combien de mototaximens de la ville de Douala ont un casque avec leurs passagers? Combien? Ça, c'est une question qu'il faut poser. Combien ont même, ne serait-ce que le chasuble, pour se faire identifier d'une mairie à une autre? Ça n'existe pas. C'est un laisser-aller total. L'État a peur. Parce que c'est des gens, on le sait. Je vous ai dit, il est temps qu'on régule véritablement ce métier, qu'on définisse les cartes. Vraiment, on ne sait même plus qui est qui. Tu prends un benskiner qui peut t'agresser. Les bandits sont mélangés au milieu de les benskiner qui braquent. Parfois même les braqueurs, qui donnent 5 000. Les braqueurs qui font semblant d'être benskiner, pourtant ils sont des agresseurs. On va faire comment? D'accord. Il y a un téléspectateur qui dit ce n'est pas parce qu'on nous demande de faire ci et ça que vous allez dire qu'ils sont d'accord avec vous. Mais non, ils ne sont pas faciles, ces gars. Moi, je suis titulaire d'une licence, mais je fais ce métier comme pour dire je les côtoie bien. C'est un sacrifice, ce métier. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des clients qui exigent la vitesse et qui préfèrent celle-ci due aux embouteillages, etc. Ce qu'on ne dit pas, M. Lifopoussi, c'est que c'est le métier le plus dangereux au monde. Vous faites 5 ans de moto, le vent que les gars prennent en roulant, en accélérant, même ceux qui font les axes routiers, ça va directement dans les poumons. Ça ne transite pas, ce n'est pas filtré, directement dans les poumons. Après 5-6 ans, vous commencez à développer des maladies pulmonaires. 10 ans, vous commencez avec des maladies pulmonaires bizarres parce que vous aurez une allée de bactéries dont vous pouvez imaginer. Deuxième, la position assise. Regardez comment est-ce qu'ils sont assis, le dos. Je dis, c'est pas un métier.
Il faudrait qu'on protège les Camerounais. Ce n'est pas un métier, monsieur Lifopoussi. Je suis instituteur formé il y a 4 ans, mais toujours au chômage. Les écoles privées payent 40 000 francs. Je fais alors comment? Moto, Yann Fonjar qui nous écrit ce matin. Ouais. Notre message, je suis monsieur Priso de Douala. Douala est foutu, Douala est devenue la poubelle, la ville où on vit le plus mal au monde, au point de se demander s'il y a des gouvernants dans ce pays. Voyez-vous que pour des besoins électoraux, ce régime peut laisser nourrir tous les Camerounais pour sa longévité au pouvoir. Les cimetières de Douala sont pleins des victimes des mototaxis. Un autre message, l'État a oublié que c'est son rôle de transporter les citoyens. À Paris, par exemple, le prix du ticket métro représente 25% de son coût. Un autre message à l'instant, juste pour vous dire que vous êtes excusés pour votre retard, mais la prochaine fois, je porte plainte, fidèle téléspectateur. Notre téléspectateur, nos ministres ne sont pas des Camerounais. C'est pour ça qu'ils veulent tuer notre pays avant de rentrer dans leur pays d'origine, parce qu'ils ont les doubles nationalités. Notre message. On va lire, c'était le dernier qu'on va lire. Le baccalauréat est le dossier de recrutement chez les mototaxis. Cette activité est désormais pour les détenteurs de doctorat et master. Faute d'emploi, après on dirait nous sommes souverains. Le peuple souffre au regard indolent des dirigeants qui votent des milliards, qui volent des milliards. C'est juste la longévité cumulée à la médiocrité. 36 ans de malheur. Marc Tino depuis Mbouda. Merci beaucoup de continuer à nous écrire pour ce programme. On va tout de suite prendre avec vous, Karine Santia, la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux ce matin, on va d'abord s'intéresser à cette colère qu'éprouvent les Camerounais après 200 jours que le président de la République n'ait pas pu effectuer de voyage privé à l'étranger. Il a trouvé le moyen d'écrire ou encore de faire un communiqué pour adresser ses sincères condoléances à son Excellence Martine Vizcarra ainsi qu'aux familles des victimes de l'incendie d'un autocar dans la gare routière de Lima au Pérou. Pour les Camerounais de la toile, c'est le mépris de trop. 4 enfants décédés à Tokombéré, aucun communiqué pour les familles des victimes. Assassinat du jeune Blériot, aucun communiqué, aucune compassion. Le président Paul Biya vit-il vraiment au Cameroun, se demande-t-il. Ah bon, c'est la question qu'on se pose là-bas. Voilà. On va dire, bon, Bégan, ça commence à être vraiment lassant, non, de voir toutes ces compassions dont bénéficient les pays étrangers. Alors, le président péruvien, lui, pour le coup, a-t-il fait un retour d'ascenseur? A-t-il envoyé des condoléances pour nos enfants décédés à l'extrême nord? Karine? À ce que je sache, la toile ne l'a pas dit. D'accord. Bon, Bégan, comment on doit expliquer ça? Non, par l'attitude de notre chef de l'État. Oui. Depuis, vous avez pu remarquer qu'il ne manque à aucun sommet dit international. Lorsqu'il s'agit de l'Union européenne, de l'Assemblée générale des Nations unies, de COP20 quelque chose, des sommets de ce genre, le chef de l'État est toujours là. Donc lui, il est beaucoup plus porté vers ces BD-là. Or, les sommets de l'OUA hier, l'Union africaine aujourd'hui, et même la CEMAC, qui devrait prendre la locomotive, il ne vient pas. Ou alors, très rarement. Donc, en fait, ça se comprend. Ça se comprend comme ça. Donc, c'est une option qu'il a prise. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la longévité au pouvoir, avec l'état de pauvreté dans lequel nous vivons, avec tous les malheurs que porte le peuple camerounais, commence à dire, bon, mais ça va. Ça va comme ça. C'est comme ça que j'appréhende cette situation. Chalamel, sur cette compassion, on va dire, à double vitesse. Monsieur Lifopoussi, ce n'est pas la première. C'est pas la première fois qu'on assiste à ce type d'attitude où le Cameroun se retrouve à vivre des malheurs, une succession de malheurs, des malheurs horribles, des malheurs qui sont décriés
dans les différentes presses, n'est-ce pas, dans les différents médias. Nous avons les radios, les télés, la presse écrite, et que le chef de l'État ne se prononce en aucun moment. Mais à la première, je ne sais pas moi, occasion, au premier malheur dans un pays voisin, vous voyez... Et ce sont des pays tampions. Je veux dire, un pays comme le Voilà. Pérou, je veux dire, ça compte quoi au Cameroun? On gagne quoi avec les Péruviens à être ami avec les Péruviens. je veux dire. Monsieur Éric Fopoussi, il y a ça. Il y a aussi que cela démontre véritablement que nous sommes dans un pays des occidentalisés, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent plus à apprécier ce qui vient de l'extérieur que de ce qui est produit à l'intérieur. Vous avez des domiciles dans lesquels, lorsque vous rentrez de ces ministres, de ces autres personnalités, vous voyez des tableaux, on vous parle de Braque, on vous parle de Picasso, on vous parle de... Il y a tout ce qu'il faut en termes, on vous parle de Louis XIV. Pourtant, à côté, il y a un jeune gars du quartier qui fait de très bons meubles en menuiserie, en ébénisterie, M. Éric Fopoussi, de très bonne qualité, mais on ne parvient pas à acheter chez lui. Il faut qu'on commande tout. C'est des conteneurs qui viennent de l'Europe pour équiper les différentes maisons. Voilà la mentalité dans laquelle on se retrouve au Cameroun, où vous avez des individus qui ne sont pas à même de pouvoir se vêtir, porter des tenues purement africaines, mais qui se retrouvent à acheter des vestes, 448 vestes, à hauteur chez le meilleur couturier italien, qui inonde. Vous vous retrouvez, vous vous dites, voici le pays dans lequel nous allons. Je prends ça comme une attaque à ma personne. Hein. Non, je dis, pas peut-être à votre personne, mais je vous prénom. Le cas, monsieur Éric Fopoussi, de quelqu'un, vous rentrez dans son véhicule, ce qu'il écoute, c'est des radios étrangères. Il écoute des radios étrangères, vous entrez chez lui, c'est des télévisions étrangères qu'il regarde. Vous dites, mais attendez, vous êtes quand même dans un pays, on dirait, les médias d'ici racontent. Non, mais vous n'oublierez pas à regarder les télévisions camerounaises. Sinon, mais qu'il aille donc là-bas. Qu'il aille donc là-bas. Vous ne pouvez pas être un dirigeant d'un pays comme le Cameroun, vous êtes rivé à toute l'actualité occidentale. Parce que c'est ça ce que c'est en train de démontrer. Vous êtes arrivé à l'actualité internationale, vous êtes arrivé plus à regarder qu'est-ce qui se passe dans les chaînes françaises, qu'est-ce qui se passe dans les chaînes américaines, qu'est-ce qu'on a encore dit, vous sortez des communiqués. Même les chaînes latino-américaines. Quand même, monsieur le Fopoussi, les chaînes latino-américaines. Non, mais moi, arrêter un peu ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est la question, c'est les pays tout récents. Il y a le Pérou, il y a d'autres pays là qui a également bénéficié d'un câble. Même avec sur le Brésil, bon, le Brésil, on peut comprendre pourquoi on veut faire la lèche-botte là-bas. Mais je veux dire, il y a un autre pays là, tout récemment, qui a eu, c'est le Kazakhstan, un truc comme ça, un pays avec... Même l'Équateur, ça devient... Oui, l'Équateur, voilà aussi. Voilà, donc c'est pays qui... Tendance, oui. Mais c'est normal de regarder les chaînes étrangères. Parce qu'en regardant, on change les idées. On change les idées. En regardant, même, on essaie de dire que dans le pays, si on peut arranger ceci, comment on peut pas, dans la vie, on ne peut pas tout faire seul. En regardant là-bas, on essaie de modifier aussi ce qu'on fait souvent ici. Mais le côté qui dérange les Camerounais, c'est le côté sensible de l'actualité au Cameroun. Nous sommes dans une semaine très sensible pour les Camerounais. On a vécu 2 drames vraiment qui n'ont même pas encore fini de faire mal. Que le président est plus touché par ce qui se passe au Pérou. Quelque part où lui-même, on ne sait pas si il y a déjà mis pied ou bien il a déjà envoyé ses représentants là-bas pour n'importe quoi. Mais ce qui dérange, c'est que quand même, on aurait aimé que par rapport à ces enfants qui sont décédés à l'extrême nord, qu'ils fassent au moins un petit communiqué, même un tweet, pour que ça puisse au moins permettre aux Camerounais de savoir que non, on a quand même un président qui est au courant de ce qui se passe, qui est avec nous. Mais lui, il est ailleurs, il est avec les Péruviens. Voilà. Très bien, Karine, il est avec les Péruviens. On va, avant d'aller à la deuxième information, j'aimerais quand même dire que avec ça, vous savez, la qualité d'un homme, c'est aussi son entourage. Hein, et je pense que ceux qui l'entourent ne l'aiment pas beaucoup quand même. Hein, parce que, je veux dire, à un moment donné, il faut quand même le dire, président, est-ce qu'on peut faire... Je ne sais pas s'ils prennent... Je ne sais pas... Enfin, je veux dire, on n'est pas naïf. J'imagine qu'il y a une équipe derrière qui essaie de travailler pour faire des posts et des tweets, tout ça. Mais ils doivent eux aussi se rendre compte que, bon voilà, il y a tel sujet, on peut au moins parler. Monsieur c'est qu'on ne lui dit pas tout. Dites quelque chose de négatif là, à l'encontre du chef de l'État. Là, il sera. Vous savez, c'est des choses, ça c'est le Cameroun. C'est-à-dire, on ne brille que par des négations, de la négativité. Quand on dise là que Ninche va marcher, non, ils seront au courant. À l'immédiat, monsieur, il faut pousser au Sur haute instruction du chef de l'État. Vous allez entendre des lettres, des phrases. Mais attention. Non, mais c'est quand même affligeant.
Non mais Chalamel, je veux dire que, est-ce que celui qui gère la communication ou le compte Twitter du président est obligé d'avoir son Nous avons Jean-Pierre Sarr, nous avons Jean-Pierre Sarr, monsieur Rifopoussi. Oui. C'est quelqu'un quand même qui a fait dans la promotion de la culture. Les artistes pendant une certaine époque, il a tenu le haut. Quand même, c'est une perte. C'est une grosse perte. Même le ministre de la Culture, même le ministre de la Culture devait se prononcer sur la question. Nous venons de perdre une icône, nous venons de perdre quelqu'un qui à un certain moment s'est dépensé. Non, beaucoup ne sont pas d'accord avec ça, hein, quand même. Non, monsieur Eric Fopoussi. Non, c'est un personnage controversé. Monsieur Eric Fopoussi, oui. C'est de la même chose, c'est la même chose pour Johnny Hallyday. On peut le dire pour Johnny Hallyday. Vous comparez, pour Mike Brown. Vous comparez Hallyday à... Non, monsieur Eric Fopoussi, c'est chaque peuple qui fabrique ses héros. Ça, il faut le dire. Quels sont les héros qu'on a fabriqués pour le Cameroun? Quels sont les modèles qu'on a fabriqués pour le Cameroun? On n'en a pas. Bon, en tout cas, on n'en a pas, monsieur Rifopoussi. Oui. Parce que les héros que nous avons, ils sont encore dans les blocs de ciment, enterrés, ils sont encore éparpillés dans les zones. Nous n'avons pas de modèle et on se refuse à faire ces modèles. Qui va le faire à notre place? D'accord. Donc, l'entourage du chef de l'État, vous devez quand même un tout petit peu... Même le chef de l'État, faire attention. Le chef de l'État lui-même devait être assis dans son salon, zappé, il regarde Equinox. Il zappe, il regarde toutes les différentes chaînes, il zappe. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Oui, le chef de l'État doit le faire, monsieur. Mais vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'on pense de lui? Vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'on pense de lui? Il sait ce qu'on veut qu'il sache ou il sait ce que les gens pensent? Il sait ce qu'on pense. Ce que les gens disent, monsieur Rifopoussi. Non, mais je pense qu'il sait. Non, monsieur Rifopoussi. Non, je pense... On va venir nous dire que tel a encore dit que... Non. Oh, telle chaîne de télé a dit qu'il doit s'asseoir, regarder les journaux. Chalamel, je pense qu'il sait et je pense aussi que c'est une tactique politique de vouloir montrer qu'il ne sait pas. Parce que c'est aussi une tactique politique de montrer aux Camerounais que, en fait, je pense qu'il sait, il est renseigné, il a tout pour être renseigné. Mais je dis, pour ceux qui font parce que c'est pas lui qui écrit tout ça. Il y a des responsables, il y a des community managers, qui fait se communiquer. S'il savait, monsieur Eric Fopoussi, oui. Ça suppose que son gouvernement serait au courant qu'il le sait. Et face à une action comme le maître de ce garçon à Deido, le ministre, Madame Naleva, aurait réagi à l'immédiat, sachant que son patron est informé, regarde, en temps et en heure. Mais ce n'est pas ça. Donc ça suppose, monsieur Rifopoussi, que je maintiens ma position. Il ne le sait pas. Non, à défaut de cela, je veux dire qu'il le sait, mais peut-être que ce n'est pas sa priorité. Ça peut être aussi une explication. Il peut le savoir, mais il estime que c'est pas prioritaire. Le Pérou vient avant. Oui, que c'est pas que pour lui, c'est pas que gérer. Il est très haut pour s'occuper des affaires de Deido ou des affaires de Wolordé, Tokombéré. Lui, il doit s'occuper des choses qui ont plus de hauteur. On va dire que le dire comme ça, comme on le dit, c'est malheureux de le dire, mais on fait avec, on se rend compte qu'on a un président qui a d'autres priorités. Voilà, c'est ce qu'on va dire ce matin, pas tout à fait complet. C'est malheureux, on peut pas, on est obligé de faire avec un président qui a des priorités ailleurs et pas ce qui touche à tout le monde au quotidien. Alors, on va poursuivre pour avancer. Karine. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, accuse Human Rights Watch de parti pris en faveur des bandes armées dans les régions anglophones. Dans son rapport 2019 intitulé Cameroun événement de 2018, Human Rights Watch accuse les forces de défense et de sécurité camerounaises d'exactions et autres graves atteintes aux droits de l'homme dirigées sur les cibles civiles. L'ONG fait également état d'exécutions extrajudiciaires, d'usage excessif de la force envers les civils, de torture, de terrorisme capturé et d'incendie des maisons et d'autres biens appartenant aux populations. Le ministre de la Communication a battu en brèche toutes ces accusations lors d'une mise au point le 2 avril dernier pour le porte-parole du gouvernement, pour le porte-parole du gouvernement, autant pour moi. Le gouvernement camerounais rejette catégoriquement ces accusations portées inconsidérablement contre les forces républicaines engagées dans un combat pour la préservation de l'intégrité territoriale de l'État et la protection des personnes et des biens. Alors, il y a au moins une constante. Il faut dire qu'au Cameroun, critiquer le pouvoir de Yaoundé, c'est un risque énorme. Il faut dire aux Camerounais cela, parce que vous ne vous imaginez pas la force qu'on a en face. C'est une force
incommensurable. C'est une force, on va dire, avec des moyens colossaux. On va dire que ne voyez pas seulement le semblant de soft qui est en face. On a une machine qui est prête à broyer tout le monde. Ça, il faut le savoir, et les Camerounais doivent le savoir. Faut pas vous fier aux discours angéliques qui sont parfois proférés par certains membres du gouvernement. Non, on est lorsque vous décidez, comme nous on le fait sur ce plateau, de critiquer certaines choses, soyez-en sûrs. On a en face de nous une force colossale. C'est un rocher, c'est un roc qu'on a en face. C'est un pouvoir où il y a beaucoup de rois télé qui ont décidé de mettre une main farouche sur le pouvoir, et ils sont prêts à utiliser tous les moyens pour vous broyer. Donc, nous ne sommes que des petites fourmis face à cette avalanche, face à cette montagne, face à cet Himalaya, à l'Everest de force qui se dresse devant nous, ce qu'est le pouvoir de Yaoundé. Donc, quand Human Rights Watch fait ce qu'il a fait, je veux bien que le ministre de la Communication vienne nous dire non, on a un pays qui respecte tout ça, mais il faut qu'on le dise et qu'on dise la vérité aux Camerounais. C'est vraiment, nous sommes, comme on le dit, des suicidaires sur ce plateau. Nous sommes des suicidaires lorsqu'on ose dire parfois certaines choses sur le pouvoir de Yaoundé. Donc il faut qu'on le sache, et les gens doivent le savoir. Alors bon, Begane, sur cette réaction du ministre de la Communication. D'abord, je pense qu'il aurait pu, dans son exposé, apporter des éléments. Parce que le rapport de Human Rights Watch est argumenté, a des éléments, des photos, un certain nombre de choses qui justifient ce qu'ils ont dit. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Il fallait que le gouvernement apporte donc les réponses contraires en disant vous avez dit que les actions commises tel jour par les forces. Non, ce n'est pas vrai. Ça a été commis par les Ambabos. Voilà. Mais il ne s'agit pas seulement de dire non, parce que ça peut nous ramener demain à la situation que nous avons vécue par l'assassinat froid d'une maman et de ses enfants dernièrement. Le gouvernement, le porte-parole du gouvernement à l'époque nous avait envoyé au Mali. Et heureusement que le gouvernement malien est à l'écoute en vous disant que non, vraiment ça ne nous concerne pas, c'est vous là-bas. Et ça nous est retourné à la face. Donc il faudrait que chaque fois, nous aimerions bien, et ils ont cette expression, l'État, c'est vous qui connaissez le terme consacré, il y a la violence légitime, quelque chose comme ça. Oui. Voilà. Donc, voilà, s'ils veulent dire que non, nous sommes attaqués par des terroristes, nous pouvons nous justifier. Au moins, on s'arrête là. D'accord. Okay. Au moins, on s'arrête là. Mais qu'on ne va pas dire que ceux qui ont quand même apporté des justifications pour ce qu'ils ont vu sur le terrain, vous commencez à nier. À ce moment, en fait, un rapport complémentaire en disant vous les attribuez à tel autre. D'accord. L'État a le monopole de la violence légitime. Voilà. C'est ce qui est dit, mais il y a également, comme on le dit, et ce monopole se concrétise par ce qu'on peut appeler des actes de gouvernement qui prennent donc leur fondement sur ce qu'on appelle la raison d'État, et donc parfois on peut les utiliser, on peut les invoquer pour expliquer toutes sortes d'atrocités. Alors, Charles Abel, sur cette sortie... Monsieur Eric Fopoussi, deux choses m'amènent à mettre des points d'interrogation sur la sortie du ministre de la Communication. Le premier point, les vidéos de Kelou Manata et de son bébé qui se faisait assassiner au pied du mont Mafa. Exécuté, sommairement. Oui, exécuté sommairement au pied du mont Mafa. Oui. Ces images n'ont pas été filmées par un civil. C'était filmé par des hommes en tenue, qui n'étaient certainement pas d'accord et qui ont mis à disposition ces images qui se sont retrouvées sur la toile. Monsieur Eric Fopoussi, la majeure partie des images qui sont mises sur la toile sont mises par certains hommes en tenue qui sont sur le théâtre des opérations et qui ne sont pas d'accord avec un ensemble de choses. Deuxième chose, vous voyez avec acuité des lettres qui sont sorties, des lettres, des interdictions, des messages qui sont interceptés et qui viennent, qu'on la voit apparaître sur la toile, interdisant formellement aux hommes en tenue d'avoir des comptes Facebook, des comptes WhatsApp et des comptes Twitter. Tout contrevenant, toute personne qu'on attraperait va subir. Si vous voyez, ça circule depuis sur la toile où on se refuse à voir cela. Donc, M. Eric Fopoussi, partant de là, je crois qu'il faudrait se poser la question de savoir qui renseigne ces différentes personnes. Est-ce que la plaie
où la taupe n'est pas dans la maison, M. Eric Fopoussi, la taupe peut être dans la maison. C'est la taupe qui peut à suffisance mettre. Rappelons-nous de ces personnes qui étaient recherchées, quand on recherchait l'identité, c'est sorti d'où? C'est sorti du même corps. Donc pendant qu'on est en train de proposer, il y a des gens qui ont encore un esprit sain dans un concert, qui disent nous ne pouvons pas tolérer, nous ne saurons l'accepter. Cela, vous rappelons, on parlait encore d'un général, c'est le général Melingui ou le colonel Melingui, si vous parlez de lui, général Melingui qui avait refusé un certain nombre des actions, on l'a mis à côté. Donc je pense que l'important pour l'État serait de nettoyer au sein de ces éléments et de dire quels sont ceux qui font sortir ce type des actions. Parce qu'une ONG comme Human Rights qui se lève pour dire des choses comme celle-là, certainement si elle est attaquée, elle aura des preuves qu'elle devra présenter. Maintenant, la nature des preuves, là, il faudra savoir qui a fourni et qui a mis cela à disposition. Donc, je crois que la réaction, comme Bombog l'a dit, serait de sortir en disant « Nous combattons le terrorisme ». Il s'arrête là, tout simplement que nous débattrons tout ce qu'ils ont fait. D'accord. Tendance sur la sortie du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, suite au rapport de Human Rights Watch. La sortie, là même, il disait quoi de bon chat là même, parce que je n'ai pas moi vu. Non, il dit que l'armée ne tue personne. Parce que même s'il dit l'armée va tout tuer, comme on meurt là, on ne revient plus. C'est mieux de prendre les décisions et appliquer. Comme tu dis que l'armée ne tue plus personne, la vraie mon père. Dis et tu maintiens. Ils sont face à une guerre asymétrique. Jusqu'à ce que quelqu'un de l'armée retient encore la... Moi, je vois l'armée qu'à la télé. C'est à la télé que voit l'armée. Je ne sais même pas comment faire pour toucher ça. Donc, papa, si tu dis et que ta décision est prise, dis tu maintiens. Lui, même les bandits, qu'on ne les tue plus. D'accord. On arrête un bandit, on amène l'affaire en prison. Parce qu'il était en prison. On va terminer avec la revue des réseaux sociaux. Karine, troisième sujet, dernier sujet. On va parler cette fois de Siben Diaye, à la quarantaine à peine. Siben Diaye. Siben Diaye. La quarantaine à peine sonnée, le 31 mars 2019, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, naturalisée française en 2016. Siben Diaye n'a pas attendu plus d'un jour avant d'être victime de racisme depuis sa nomination. Les Français de la toile n'ont pas omis de faire des remarques racistes telles que c'est pas tout le monde qui a un bananier sur la tête, l'Élysée africaine. La perruque vient du quartier Château Rouge, quartier africain, pour ne citer que ces remarques-là. Rappelons que la nouvelle porte-parole de l'Élysée a été chargée des relations de presse d'Emmanuel Macron durant sa campagne présidentielle en 2017 et elle le suit au palais de l'Élysée après son élection entre 1999 et 2006. Siben Diaye milite au sein de l'Union nationale des étudiants de France, l'UNEF, et est administratrice de la mutuelle des étudiants de 2003 à 2008. Elle fait partie de l'équipe de campagne de Dominique Strauss-Kahn pour la primaire du Parti socialiste en 2006. Directrice de campagne de Mathieu Hanotin lors de l'élection cantonale de 2008. On va dire que dans une publication récente du 2 avril, elle a décidé de répondre à tous ces critiques, et elle a soulevé, je cite, que au moins ça permettra au président Macron de vaquer à ses occupations, le fait que la toile s'occupe d'elle. D'accord. Bon, le racisme en France, ça on le savait, hein, que les Français, eux, les Noirs, c'est vraiment pas considéré là-bas. Et il faut dire que Siben Diaye donc est victime de cela, cette Sénégalaise. Mais on doit aussi dire qu'il y a beaucoup de Camerounais ou d'Africains qui prennent du plaisir. Et qui saluent sa trajectoire à elle. Et moi, je dis sincèrement, c'est incompréhensible. C'est quoi? Elle est quand même porte-parole d'un gouvernement qui, on va dire, continue à piller l'Afrique. Parce que désormais, le fait d'avoir un noir face à nous ne nous rend pas moins... on va dire, on ne sent pas moins le mal parce qu'elle est noire. Donc, elle va continuer à dire ce que ce gouvernement l'a fait pour l'Afrique, mais sauf qu'elle est noire maintenant, donc ça ne change rien que ce soit que votre bourreau ait votre couleur de peau. Donc il faut le dire
aux Africains. Elle a évolué son parcours. Vous pouvez le célébrer comme vous voulez, mais elle est désormais le visage d'un gouvernement qui continue donc à avoir un impact sur les politiques publiques en Afrique. C'est bien cela? Absolument. Oui. Il y a deux situations là que vous relevez fort bien. Elle est d'origine africaine, même comme elle peut changer de nationalité, elle en a le droit. Elle est d'origine africaine. Et nous, Africains, nous ne cesserons jamais de la considérer comme notre fille à ce moment. Mais de l'autre côté, elle décide d'être parmi les bourreaux de l'Afrique. Là, à ce moment, ce n'est pas parce qu'elle est notre fille, nous allons dire que madame, vous êtes bourreau. Maintenant, ceux qui la considèrent, qui la traitent avec un peu de condescendance, paternalisme, etc., nous condamnons le racisme à ce moment-là. Donc, que ce soit elle ou ceux qui sont partis par esclavage et tout, non, nous condamnons toute forme d'esclavage. Mais à leur dire aujourd'hui à notre élite africaine qui pense que ah oui, que monstrueux ces ergots en disant, mais de toutes les manières, Jacques Chirac est l'ami des Africains, même le FN, même Marine Le Pen est l'ami des Africains, Chirac et tout ça, c'est faux. Oui. Ils n'étaient pas nous rapacher les oreilles, c'est faux. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Il y en a même un autre compatriote, il a sorti le livre « Je suis noir, je n'aime pas le manioc ». Il l'a vu. Après, il était obligé d'écrire un autre. Là, je parle de Gaston Kelman. Oui. Oui, au-delà du noir et du blanc. Non, il a commencé à se restituer pour montrer chaque fois, il faut vraiment qu'on se comprenne. Non, non, cher ami, vous allez là-bas. Ou alors, vous faites un lobbying de telle manière que vous faites comme les Juifs. Non, mais Mais quand vous dites, vous allez là-bas, vous reniez votre peuple. Et c'est en cas de difficulté que vous dites, mais mes frères, vous voyez comment vraiment on m'attaque de toutes parts. On l'a vu avec Ramayad, elle aussi à son époque. Aujourd'hui, elle est en train de revenir pour essayer de voir comment... On leur dit qu'elle fasse un lobby pour prendre la présidence de la République en France. Mais ça va, c'est pas comment ça. Mais justement, Barack Obama a été président des États-Unis. Qu'est-ce que ça apporte aux Africains? Justement, c'est pour comprendre, je veux dire, pour qu'on voit qu'est-ce que le combat. Pour Obama, on avait dit, à l'époque, il a pris maintenant. Il avait d'ailleurs n'est jamais venu sur la tombe de son papa quand son papa vivait. Au Kenya. Au Kenya. Même quand son papa venait de mourir, on l'a ramené là une fois. C'est même sa grand-mère qui lui a dit, va voir, il ne voulait pas. Donc lui, il n'a rien. Ce n'est pas parce qu'il est ce qu'il est, non. Il n'est pas. Donc, s'ils sont donc dans cette lignée-là, bon, qu'on les laisse là-bas. Mais là, à ce moment, on va s'élever seulement contre le racisme, mais en la considérant comme l'une des pilleuses du continent. Voilà. Alors, donc elle ne peut pas être notre amie. Voilà finalement le grand écart qu'il faut faire. Ça veut dire que vous êtes noir, vous allez en France, vous faites vos études là-bas, vous devenez ce que vous devenez, et vous réussissez quand même à avoir un strapontin au niveau de l'État français, mais sauf que non seulement vous êtes rejeté par les vôtres qui estiment que vous êtes une collabo, non, parce qu'elle est une collabo. Elle est collabo, elle a trahi. Obama a été lui aussi un collabo. Absolument. Il faut dire aux Africains de quoi il s'agit, mais elle est, en même temps, vous êtes rejeté par ceux même à qui vous accordez votre collaboration. Donc, c'est ce entre-deux difficile, ce grand écart difficile à faire, et qui désormais va être relevé par ces Africains-là. Et malheureusement, Sibeth Ndiaye, malgré son intelligence, on voit très bien que ce n'est pas utile au continent africain. C'est utile. Si elle était aussi utile que ça, si elle était aussi intelligente, comme on le dit, elle l'aurait fait pour faire grandir l'Afrique, pour faire grandir le Sénégal, mais elle est porte-parole, malheureusement, d'un gouvernement qui continue donc à piller le continent africain à travers des accords coloniaux. Il faut bien utiliser les vôtres pour vous piller. On ne peut pas utiliser les étrangers. Voilà. Non. Je veux dire pour elle qu'elle supporte. Qu'elle sache, parce que c'est le genre d'élite que nous avons dit. Ah oui, moi je suis au-dessus des tribus, je suis au-dessus des races. Maintenant, ça la rattrape. Non. Il faut bien qu'elle supporte. Qui est au-dessus des races? Mais les races, c'est celles qui... Notre élite qui part avoir une nationalité américaine par-ci. Elle a dit, mais nous, on ne voit pas la vie. Et quelquefois, voilà ce que nous... Moi, j'ai ça tous les jours. Oui. Ils nous disent, mais ce sont vos chefs d'État. Je dis, mais attendez, c'est vous qui accompagnez les chefs d'État européens pour venir nous matraquer aujourd'hui. Oui. Alors, si on avait laissé nos États, mais elle participe, elle est même à la cellule africaine de l'Élysée. Tout à fait. Parce qu'elle est le porte-parole du chef de l'État. D'abord, donc sa conseillère, c'est lui qui dit, non, pour qu'on gère bien là, qu'on prenne bien le minerai au Cameroun,
il faudrait passer comme ça. Envoyons d'abord l'ancien ministre de la coopération, là, Michel Roussin. Lui sait parler comme ça, on va prendre au Sénégal, il faudra voir. Donc, absolument. C'est cynique ça. Mais c'est comme ça qu'ils agissent. C'est du cynisme. Et Mongo Betty, l'écrivain Mongo Betty, perd son âme, il nous avait attiré notre attention sur ça, en disant qu'effectivement, il faut veiller, il faut qu'on soit clair, qu'on le dise. Et clairement. Parce qu'en relation internationale, il n'y a pas de philanthropie. C'est les intérêts. Et quels sont nos intérêts? Si ce sont nos filles et nos garçons qui vont là-bas pour qu'on pille nos intérêts, il faut bien qu'on le sache aussi. On arrête l'émission. Qu'on Il arrête faut bien qu'on l'émission. le sache. Hein? Non, non. Ah, ok, d'accord. On va donc poursuivre ce programme, madame, monsieur, avec quelques messages qu'on va lire avec vous, Karine. Les messages qui nous parviennent, l'ONG Human Rights Watch a tout à fait raison. Le problème est que au Cameroun, le gouvernement fait tout pour cacher la vérité. Malheureusement pour lui, tout finit par se savoir. Je connais des déplacés qui affirment les exactions de l'armée. Pourquoi faut-il qu'on prenne les gens pour des fainéants? Message n'est pas signé ce matin. Vous êtes les maîtres véritables. Merci pour l'info. Voilà. Un autre téléspectateur. Le président ne s'occupe pas des Camerounais, des Camerounais, mais surtout ceux du Nord, dit-il. La population ne lui servent à rien. Mais bizarrement, quand il fallait aller là-bas pour que ces populations votent le RDPC, il a tout promis ce jour-là. Mais c'est Kessel qui nous écrit de Yaoundé. Compliqué de lire ces messages, trop abrégés. Quand le ministre de la Communication décline des propos pareils, a-t-il lui-même cherché à vérifier si c'est vrai ou bien il réagit seulement parce qu'il est ministre de la Communication? Ne fait pas son travail. Il ne fait pas son travail. Il devrait se renseigner. Et si c'est exact, vu les vidéos que nous voyons, si l'armée ne tue personne, et qui sont ceux avec les tenues militaires? Dina de Kribi qui nous écrit ce matin. Un autre téléspectateur, s'il vous plaît, renseignez-vous d'abord sur les usages du fonctionnement de l'administration camerounaise. Paul Biya est une institution et une institution s'adresse à une autre. Lorsqu'il est informé d'une situation comme celle de Deido, attendez-vous à voir et entendre le sous-préfet, préfet porteur d'un message. Ne dites jamais plus ce que vous soulignez. Non, on a vu le président Macky Sall en visite d'État en Afrique du Sud rentrer précipitamment parce qu'il y a les inondations chez lui, venir s'habiller en jean avec des bottes, casquettes pour aller auprès des sinistrés. On n'a jamais vu notre président agir comme ça. Il est allé se voir les sinistrés lorsque ce message est la confirmation que le Cameroun est administré et pas géré. Absolument. Donc, le Cameroun est justement à sa tête un administrateur et pas un homme politique mu par ce que Aristote appelle l'animal politique. Ça veut dire que devenir donc être un meneur d'hommes qui justement à travers des... Parce qu'un cas comme celui d'Eido et un cas comme celui de l'extrême nord, c'est des cas, on voit comment ça se passe ailleurs, dans des pays à l'étranger. Vous pouvez l'exemple de Macky Sall, mais je vais prendre l'exemple d'ici de Alassane Ouattara qui chaque fois est dû également sur le terrain pour évidemment gérer des situations. Donc voilà. Est-il venu à Ezeka? On a eu la situation de Mania et d'Ezeka presque au même moment. Donc il n'a jamais eu l'amabilité de venir parce que le préfet de Nyong Ekele avait tout fait. Cher ami, d'accord. On va continuer à lire les messages. Allez-y, Karine. Un autre message de téléspectateur qui nous écrit: si le président s'adresse à l'État du Pérou, c'est juste pour faciliter l'importation des mèches péruviennes. Cédric Imélé de Tchon. Ah oui, parce que, non, mais c'est pas utile pour le Cameroun, les mèches péruviennes. Un autre téléspectateur: le Pérou pourrait servir à Click Biya de lieu de
villégiature. Wow. Villégiature. Villégiature. Ok. Non, mais le Pérou, je rappelle que je ne sais pas s'ils fabriquent les mèches. Les mèches viennent parfois de l'Inde, même si on appelle ça mèche péruvienne. Je ne sais pas si ça vient du Pérou. Allez-y. Notre oui. first lady met des péruviennes. Il faut bien que le papa soit touché. Non, mais Il est attention. toujours ça. Non. Si je dis, il faut Message éviter de faire des camerounais. mèches comme ça. Notre téléspectateur, le gouvernement ne peut réguler ce métier de mototaximène. Si une révolution doit naître dans ce pays, cela commencera par le mototaxi. Oui, on a lu ce message qui est revenu, un autre message. Le Cameroun permet le bain sikin pour cacher le manque de travail au pays. Patrick depuis P4. D'accord. Merci. On va tout de suite, madame, messieurs, prendre l'interpellation de ce matin et ensuite nous reviendrons pour les commentaires sur le plateau. À tout de suite. Il y a la formation professionnelle pour les jeunes. Il y a l'accès au crédit pour tout le monde et il y a le développement de l'agriculture. Oui, l'accès au crédit, bon, par rapport à notre époque, parce que aujourd'hui les microfinances facilitent l'accès au crédit, même si c'est limité. Mais en fait, par rapport à notre période, parce que quand nous on abandonnait l'école à l'université, il était déjà très difficile d'avoir accès au crédit. Si tu n'avais même pas un titre foncier. Mais aujourd'hui, bon, pour quelqu'un qui se débrouille et qui fait le chaque jour chez le Aladji, comme on appelle souvent, il peut avoir accès à un crédit de 250 000, 500 000 pour lancer son affaire. Bon, il y a d'abord l'accès au crédit, il y a la formation professionnelle, il y a le développement de la culture. Ça, c'est les trois grands axes. Si on ne fait pas comme ça, on va faire comment? Cameroun, pays de débrouillardise, avec, comme on le voit, des compatriotes qui donnent leur avis sur comment le Cameroun peut sortir de l'ornière. Et on voit très bien que là encore, des questions de développement sont évoquées ici, avec, comme on le voit, l'accès au crédit. Bon, Bengan, c'est vrai que le gouvernement a mis en place des structures pour accompagner les PME, mais également de promouvoir l'entrepreneuriat, mais on voit que ça ne bouge pas. La bourse de sous-traitance, un sujet que vous connaissez très bien, évidemment, ne donne pas les fruits escomptés. Oui, absolument, mais parce que nous sommes, comment je vais dire ça, nous sommes soumis à l'eau glucosée du FMI, la Banque mondiale. Nous sommes sous perfusion du Fonds monétaire international, c'est tout. Parce que les initiatives engagées, comme il dit, à son époque, il y avait le fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, le FOGAP. C'était une banque des PME, c'est comme ça qu'on l'appelait. À côté, il y avait le Crédit Agricole, c'était une banque d'investissement pour ceux qui se lançaient dans des activités agricoles. Mais que ce soit l'une ou l'autre, est-ce que les Camerounais ont-ils bénéficié des fonds de ces banques? J'ai dit non. Je pense d'ailleurs que c'est la question qu'Éric Tindji avait posée au chef de l'État lors de sa première interview en février 1987. Comment le FOGAP, ainsi d'un nombre de choses, il voyait les détournements qui se passaient. Il a dit à Éric Tindji qu'il n'avait pas les preuves. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, qu'il n'a toujours pas les preuves, puisqu'on ne sait même pas si on a liquidé le FOGAP ou pas. Donc, quand on vient avec des mesures cosmétiques, PAGER-U, plan triennal, et tout le monde sait, y compris le ministre. Le fond, ils savent bien que c'est des projets mornés, donc ils ne serviront à rien. Et la banque des PME, est-ce que ça existe? Le premier directeur était parti, lui-même l'a dit, mais les fonds qu'on m'a donnés, au moment où moi je pense qu'on peut commencer doucement, on m'instruit plutôt d'acheter les équipements d'installation. Voilà, il a préféré partir. La bourse de sous-traitance, où nous avons eu l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ils ont demandé au gouvernement de faire un projet de loi pour qu'on exige aux multinationales d'employer au moins 30% des PME, PMI camerounaises. Le gouvernement n'a pas cru bon d'élaborer un tel projet de loi. Bon, on est dans une situation compliquée. Ok. Alors, Charles Hamel, sur cette question de l'accès au crédit, pour développer et surtout faire en sorte que les gens entreprennent au Cameroun. Monsieur Eric Fopoussi, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que avant de vous donner ce crédit, la banque descend chez vous, procède à l'inventaire de votre patrimoine, partant de votre brosse à dents à votre poste de téléviseur, monsieur Eric Fopoussi. Si lorsqu'ils calculent, ils se rendent compte que ça ne peut pas leur permettre, en cas de vente aux enchères, de rentrer dans leurs frais, ils ne vous le donnent pas. Et lorsqu'ils vous accordent même ces crédits, M. Eric Fopoussi,
on vous donne le temps. Si vous sautez une ou deux fois, aussitôt il passe à la saisie. Donc c'est dire que c'est compliqué. C'est facile de dire que oui, on reçoit, mais la suite c'est laquelle? Elle est très compliquée. On peut prendre, on peut réussir à ne pas rembourser parce qu'on est venu casser, comme tel est le cas. Prenez le cas de ceux du marché, de ceux de la poste centrale. Ça fait combien d'années qu'ils sont à la poste centrale? Ceux qui exercent comme activité, beaucoup de générations. Les parents sont partis, ils ont laissé à leur fils au niveau de la poste centrale. Du jour au lendemain, on vient vous dire, monsieur, vous quittez, vous allez où? C'est la place des marché. Vous voulez dire quoi? Que c'est j'ai pris un pas exemple, une bonne mesure? J'ai pris un exemple comme ceux. On peut prendre celui des call-boxeurs qui se sont fait des call-boxeuses, qui se sont fait casser après qu'elles aient payé 250 000 francs à la communauté urbaine pour avoir un kiosque et pouvoir exercer là où elles sont. Donc, on peut prendre des exemples pour dire oui, on peut commencer, mais qu'est-ce qui nous détermine que demain sera toujours meilleur? Donc, vraiment, on est en pleine navigation à vue dans ce pays. Autant mieux s'y contenter. Voilà. On va donner le crédit à tous les Camerounais. Non, il dit que c'est ce qu'il faut, oui. À tous les Camerounais, même un Camerounais qui a faim. Non, le crédit pour avoir une activité, on peut te donner un crédit, oui. Si ils vendent les tomates au marché, les condiments, on peut me donner le crédit. C'est ce qu'il dit. Moi, je suis dedans, pardon, je veux les dons. Et pour ça, il faut quoi? On ne sait pas, c'est une proposition qu'il fait. Je valide ça. S'il faut la photocopie de la quarantaine, pardon, je suis prête. Je vous donne la photocopie. Mais maintenant, ce sera un crédit remboursable ou pas? Il faut poser la question. Si on te donne la 250 000 pour vendre le condiment, toi, tu vas prendre. Je vais acheter les cajous de tomates, je vais acheter les carottes, acheter les condiments secs. Parce que tu dois rembourser, tu devras rembourser. Non, tous les jours qu'ils vendent, ils mettent 500 francs à côté. Comme ça, dès que ça suffit, je leur remets. On rembourse par mois parfois. Par mois. Non. Parfois par semaine, parfois par mois. Même ça peut aller. Je valide l'idée là, pardon. Ma quarantaine, elle fait la photocopie. Ok, c'est le combattant qui fait la proposition. Mais est-ce que le gouvernement camerounais est prêt à appliquer cela? On voit que les projets en ce sens ont tous été un échec. Pager-U, Paeja et tout ce que Chalamel parfois ici énumère avec beaucoup de constance. On va lire des messages pour sortir de ce programme de ce matin avec vous, Karine. Le problème de l'Afrique, ce sont les Africains. On ne travaille pas au pays pour le pays, on travaille pour ses propres intérêts. Un autre message, le porte-parole du gouvernement est certes français, mais combien de jeunes compétents rentrent et sont utilisés par nos dirigeants africains à bon escient. C'est triste, mais comme on dit bien au Cameroun, on va faire comment? Merci d'avoir lu mon message. Voilà, le message a été lu, évidemment. Un autre message. Nous sommes pardonnés du retard. Ce sont les Africains qui détruisent l'Afrique. C'est Maurice qui nous envoie ce message. Juste pour demander à Eric que le président Biya doit avoir quelle priorité qui dépasse la mort d'un être humain. Il ne faut pas me demander à moi. Il faut demander à celui qui disait que c'est le sous-préfet qui doit s'occuper de cela. C'est pas moi qui le demande. Moi, je pose des questions par rapport aux priorités du président de la République. Mais là, il y a un monsieur qui nous a écrit pour nous dire que l'administration camerounaise a ses règles et que lorsqu'il y a un problème comme ça, lorsque un Camerounais meurt, ça ne concerne pas, selon lui, l'administration, ça concerne le sous-préfet qui est territorialement compétent pour réagir. Donc, voilà. Rappelez-lui que le président de la République a déjà prêté serment 7 fois. Depuis le 6 novembre 82. Que disait-il dans sa prestation de serment? C'est aussi à vous de voir. Parce que quand on l'interroge, on a l'impression qu'on s'attaque à un individu. Non. Oui. Et précisément parce que c'est une institution. Parce qu'il prête serment. À moins que le serment ne dise rien. Mais même lorsque vous amenez votre enfant pour le baptême, vous qui êtes allé à l'église, c'est vous qui prêtez serment devant Dieu, devant les hommes, que cet enfant, vous allez l'amener sur le chemin de Jésus, ainsi de suite. Mais après, vous oubliez que vous venez de prêter serment, le parrain et la marraine de ce baptême l'oublie. Donc, le chef de l'État qui est chrétien, lui aussi l'oublie. Je vous ai dit serment. Le message qu'on a reçu là est clairement la photocopie réelle. Ce que des personnes pensent de ce pays, c'est une administration. Le Cameroun est une administration. C'est lui, il estime que le président, je rappelle que le président camerounais est un élu du peuple.
Parce que les gens, le sous-préfet n'est Il a pas été élu par les parents de ses enfants qui Oui, le sous-préfet n'est pas un élu du peuple. Voilà. Il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Et ce que je disais, c'est ça les gens. Les gens estiment que le Cameroun est une administration et qu'on a placé des gens là qui administrent le pays au quotidien et qui ne veulent pas savoir ce que pense le peuple. Le peuple a beau penser ce qu'il veut, ce n'est pas leur priorité. Allez-y, Karine. Je pense que c'est une activité dont il faut sensibiliser. Parlons de mototaxi. Je pense que c'est une activité dont il faut sensibiliser le personnel. Parmi eux, on trouve beaucoup qui sont des dangers publics et limiter leur zone de circulation car avec eux, tout est déjà confondu. Un autre message qui nous parvient à l'instant. Un autre message qui nous parvient à l'instant. Ils sont nombreux, voilà, les téléspectateurs qui nous écrivent. Je pense que c'est une activité dont il faut sensibiliser. Mototaxi, bon, c'est bon, on va passer à autre chose. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Les gens appellent en même temps que lorsque... Et les gens abrègent, il y en a qui écrivent des messages qu'on ne peut pas lire, avec des termes insultants, et on ne peut pas les lire. J'ai souvent demandé que lorsqu'on fait les bissages, qu'on essaie un tout petit peu de mettre ça en mode avion pour que ceux qui appellent en même temps que ça ne coupe pas l'écran. Un téléspectateur qui dit que c'était sa première fois de participer à l'émission. Megissa de Wiltor Ryan depuis Bertois. Wiltor Ryan depuis Bertois qui nous écrit. Et juste pour encourager les membres du plateau. Prendre du crédit, c'est prendre des problèmes. Vous allez prendre un crédit pour ouvrir un commerce. Demain, on vient vous casser. Vous allez rembourser ce crédit comment? C'est la prison directe. D'accord, merci beaucoup. On va terminer, on va arrêter là pour aujourd'hui, madame, messieurs. Merci infiniment à vous de rester fidèles sur Equinox. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10h. Très bonne journée sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. C'est mon fils. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? C'est quoi, mon Dieu? Le sport se conjugue au pluriel sur Equinox Télévision à travers Horizon Sport. Nous exhortons ceux qui ont la charge dans ce secteur-là de d'abord respecter les canons, ensuite maintenant de mettre les moyens pour qu'elles y parviennent. Et à voir ces jeunes filles-là, nous osons penser et croire qu'elles ont le potentiel. Mais le tout ne doit pas s'arrêter au niveau du potentiel. Il faut, à travers l'entraînement et la préparation, relever le potentiel pour qu'ils soient capables de devenir l'aptitude à produire la performance. Aucune actualité sportive, aussi bien sur le plan national que international, n'échappe au décryptage des invités. Le ministre qui arrive devrait, n'est-ce pas, s'appuyer tout simplement sur les directeurs qui sont là pour essayer de voir au niveau des fédérations, des macro-programmes qui sont mis en place, surtout pour la qualification, étant entendu que nous travaillons en étroite collaboration avec le comité national. Et je vous dis, c'est de la blague nationale. Les corps des métiers qui souffrent, pas plus que les joueurs. C'est les enfants qui souffrent. Ils souffrent parce qu'ils ne vont plus faire étaler leur talent. Ils peuvent s'entraîner en courant, mais ils n'ont pas d'avenir. Les autres ne font pas des espoirs quand ils se qualifient. Ils n'appellent pas ça des espoirs. Ils sont dans une planification, dans une programmation, dans un processus, dans une organisation qui les permet naturellement d'y être.
Horizon Sport, c'est tous les vendredis dès 21h. Sur Equinox Télévision. De lundi à vendredi.